Bonjour, vous m'entendez bien? Ça me fait grand plaisir, je suis très heureuse d'être ici. Je vis à Saint-Lambert depuis 15 ans et j'ai donné cette conférence-là à différents endroits au Québec et je me disais toujours, j'aimerais ça rencontrer les gens de Saint-Lambert et qu'on discute ensemble de ça. Et là, c'est aujourd'hui. Donc, je suis bien contente. Et merci à Claire de m'avoir invitée et au réseau de m'avoir proposé cette conférence-là. J'en suis très heureuse. Et merci d'être ici aujourd'hui pour ce jour de la Terre. C'est ça, moi, ce qui m'a motivé beaucoup à parler du plastique. En fait, c'est un sujet qui est très d'actualité. Hein. Je voyais, vous avez peut-être vu en fin de semaine dans Le Devoir, il y a tout un cahier sur Planète Plastique. Et il y a des nouvelles recherches qui se font sur les impacts sur la santé humaine. On en parle un peu là-dedans. C'est un très bon documentaire, un très bon reportage. Et cette semaine aussi, dans le journal Métro, Planète Plastique. Donc, on en parle beaucoup ces temps-ci, mais là, il faut agir. C'est ça, moi, que à tous les jours, à toutes les semaines, avec mes collègues, on en parle, comment sortir le plastique de notre vie pour l'environnement et pour notre santé aussi. Voilà, ça fonctionne. Et donc, c'est ça, au Biodôme, on a fait un événement sur le plastique pendant 5 ans au Jour de la Terre. Donc, vous connaissez probablement le Biodôme. On a mis du plastique dans nos aquariums. Et évidemment, c'était sécuritaire pour les oiseaux et les poissons. Donc, on voulait faire un effet choc pour le public, différents types de plastique, et on avait ensuite une capsule d'animation où on expliquait les différents types, qu'est-ce qui se recycle, ce qui se recycle pas. Donc, il faut vraiment éviter les plastiques à usage unique, les plastiques qui ne recyclent pas, parce que c'est pas parce qu'on le met dans le bac que magiquement, il va être recyclé. Donc, on a fait tout un événement là-dessus qui a eu un bon succès, et comme on voulait transmettre un message positif, on donnait l'exemple que vous connaissez peut-être un Hollandais, un Néerlandais qui s'appelle Boyan Slat, un jeune de 20 ans qui lui a décidé de nettoyer les océans. Donc il y avait tout un grand projet, on était en contact avec son équipe et on a fait un modèle réduit de la tour qu'il veut installer en 2020 dans l'océan Pacifique. Est-ce que ça fonctionnera? C'est à voir, c'est controversé, mais c'est quand même de l'espoir. C'est un jeune de 20 ans qui s'est financé par les médias sociaux. Il a récolté 2 millions de dollars en 100 jours. Il est entouré d'experts et ça avance. Ça avance. Il est en train de convaincre les sceptiques. Mais c'est juste une partie de la solution. Mais on voulait quand même avoir ce message-là. Et je pratique la plongée sous-marine aussi à différents endroits. C'est sûr qu'on voit plus de plastique que de poissons. Ça dépend des courants, ça dépend des endroits, mais c'est assez... quand tu vois un poisson devant toi qui mange un petit morceau de plastique, et tu dis, ça peut être mon plastique. T'sais, on ne va pas critiquer les autres, c'est le mien aussi. Donc, c'est assez troublant, je trouve, tout ça. Et avec le Sedna 4, le bateau de Jean Lemire, j'ai eu l'occasion de naviguer sur le continent plastique de l'Atlantique Nord. Et là, on s'attendait à avoir un tapis de plastique, mais en fait, on ne voyait rien. Tout était sous l'eau, c'était des petites particules de plastique qui étaient défaites par les vents, les vagues, et tout se passait sous l'eau. Et on a rencontré les experts de Boston, d'un institut océanographique qui étudie le comportement du plastique sous toutes ses formes. Ils nous ont expliqué que une fois qu'il est défait en petits morceaux, il coule, là, on ne peut plus le récupérer, et là, il entre dans la chaîne alimentaire. Et là, il se retrouve dans notre assiette. Enfin, bref, c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis très motivée par ça. Et bon, pour aujourd'hui, je vous proposerai un survol de l'état du plastique dans les océans et dans le Saint-Laurent. On en sait très peu de ce qui se passe dans le Saint-Laurent. Les impacts sur les animaux, la biodiversité, la vie dans les océans, les acteurs qui cherchent des solutions et nous. Donc, à peu près en 1 heure, avec période de questions, 1 heure et quart, ça ferait le tour de la question. J'ai quelques petites vidéos aussi. Oui, j'aime bien cette image-là de Greenpeace parce que oui, ça pourrait être ma brosse à dents. C'est pas recyclable une brosse à dents. Dernièrement, j'ai acheté des brosses à dents en bambou que je vais mettre éventuellement dans mes plants de tomates, mais les brosses à dents, on en retrouve beaucoup dans les estomacs des oiseaux marins et des baleines. Ça ne se dégrade pas et oui, ça pourrait être la mienne. Et celui qui tient l'affiche, c'est le capitaine Charles Moore, c'est un océanographe américain, et c'est le premier qui a sonné l'alarme pour le plastique. Il a navigué dans le continent plastique du Pacifique Nord et il était entouré de déchets de plastique en 1997 et il est le premier à avoir alerté les médias et d'en avoir parlé. Depuis ce temps-là, il y a un organisme, à lui, il n'est plus capitaine et il s'est dédié à la recherche et à l'éducation, à la sensibilisation sur le sujet. Donc c'est un des experts internationaux maintenant.
Il y a beaucoup de chiffres sur le plastique là, qu'on entend, mais disons que le plastique, c'est du pétrole. Il y a 4% de la production de pétrole mondial qui sert à produire le plastique. L'autre 4% sert à alimenter les industries qui produisent ces plastiques-là. Donc, ça fait un total d'à peu près 8% presque de la production de pétrole qui sert à produire du plastique. C'est quand même beaucoup. Et seulement 5%, 5 à 8% seulement sur toute la planète serait recyclé. Donc, avec un peu d'imagination, dans 20 ans, dans 50 ans, qu'est-ce que ça donnerait? On serait inondé de plastique. Au Canada, c'est surtout dans les emballages, les fameux foutus emballages, c'est là où c'est difficile de couper sur le plastique. Presque 40%. Là, dans le monde de la construction aussi, les tuyaux, la plomberie, en tout cas, vous connaissez ça sûrement mieux que moi, mais c'est un milieu où il y a de plus en plus d'éco-construction. Moi, je travaille à la Ville de Montréal, et même à la Ville, il y a des normes de plus en plus strictes sur, soit pour un bâtiment neuf ou un bâtiment en rénovation, d'avoir des normes environnementales. Donc, tranquillement, ça change. Les pièces d'automobile, évidemment, ça allège le poids des automobiles, hein, le plastique. C'est très, très pratique, du plastique, ça, c'est sûr. Et bon, en agriculture, on voit dans les champs, des fois, les ballots de paille qui sont emballés dans des pellicules de plastique. Je sais qu'il y a un mouvement là, qui commence afin de peut-être réutiliser ou recycler ce type de plastique-là. Parce qu'à chaque année, le jeter, là, ça n'avait pas de sens. Donc, je sais qu'il y a quelque chose qui démarre en ce sens-là. Sur nos bureaux, tous les articles de plastique qu'on a, dans les électroménagers, les jouets pour enfants sont du plastique dur et parfois même du plastique numéro 3, qui est pas, là, dans ceux qui sont moins sécuritaires, disons. Donc ça, il faut faire attention à ça. On commence à peine à savoir l'impact là, sur notre santé. Dans les loisirs, la médecine, j'ai une collègue qui fait un projet pilote en ce moment avec 4 ou 5 hôpitaux dans la région, Pierre Boucher, Sorel et quelques autres, pour recycler certains plastiques. Évidemment, pas le plastique qui est en contact avec les patients, mais il y a certains plastiques, des emballages qui pourraient être recyclés, parce qu'elle dit qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui se font dans les hôpitaux, et elle démarre ça, et elle veut s'assurer que ça soit recyclé. Parce que là, depuis que la Chine ne veut plus importer nos plastiques, là, on est un peu pris avec ça. Donc, elle va s'assurer. Donc, il y a quelque chose qui avance aussi dans ce milieu-là. En publicité, les enseignes, là, il y en a qui font des sacs avec les enseignes une fois que l'événement est terminé, mais ce n'est pas un plastique recyclable. Aussitôt que c'est un amalgame de plastique, ça va à la poubelle. Et du matériel électronique, là, toutes les gaines de fils, il y a plein de plastique autour de nous, ça, dans nos mains. Donc, c'est pas facile de s'en débarrasser. Et pour certains, même, c'est des déchets éternels. Par exemple, des ballons pour enfants. On va faire plaisir aux enfants, mais ce caoutchouc-là n'est pas dégradable et se retrouve dans les estomacs des oiseaux, surtout s'ils ont une pellicule d'aluminium, une pellicule métallique. Et ça, c'est dans 1000 ans, ils vont être encore sur Terre, ces plastiques-là. D'ailleurs, tout le plastique qui a été produit sur la Terre depuis, disons, une soixantaine d'années existe encore. Donc, il n'y a pas un ver de terre qui peut dégrader le plastique. Il y a peut-être des bactéries, mais il est encore présent dans l'environnement. Il y a certains, bon, les verres chez Starbucks, des verres de plastique, ça peut prendre 50 ans. Donc, ça dépend du type de plastique, là. Il y en a qui disent, bon, ça prend des centaines d'années, mais ça dépend du type de plastique et de l'environnement dans lequel il se trouve. Le plastique dur peut prendre entre 20 et 1000 ans. Des petites barres de chocolat ou barres où l'enveloppe est avec une pellicule métallique, ça peut prendre jusqu'à 200 ans. Donc, les attaches pour les canettes de métal aussi, ça peut prendre jusqu'à 400 ans. Donc, moins on en utilise, moins on en consomme, mieux aussi parce qu'ils vont survivre à tous les petits-enfants de la planète. Je ne sais pas si vous voyez l'homme dans son canot qui pagaie dans une mare de déchets. C'est que les déchets sur la planète se concentrent à certains endroits. Et un des continents où ça se retrouve le plus, c'est en Asie. Donc, on ne va pas se déculpabiliser, mais il y a des endroits, soit par la consommation, parce que c'est des pays très populeux et ils ont des côtes, ils vivent près de la mer. Et par exemple, les pays en émergence en Asie, la Chine, l'Indonésie, sont les pays, le Vietnam, les Philippines, qui
Là, ils consomment du plastique à une vitesse folle, mais le système de gestion des déchets ne va pas au même rythme. Donc, ils se retrouvent avec des situations comme ça. Mais la pire pollution, elle est invisible aussi. Une fois que les gros morceaux de plastique se sont défaits en petits morceaux par le vent, les vagues, l'eau salée, ils se retrouvent invisibles. Les microplastiques, on parle de 5 mm et moins, même on parle maintenant des nanoplastiques qu'on peut avoir dans l'eau de notre robinet. Elle est invisible. Donc, il faut en fait enlever les gros morceaux avant qu'ils deviennent des petits morceaux. Si on enlève sur les plages, sur les berges, tant mieux. Donc, on va éviter qu'ils se retrouvent en microplastique dans la chaîne alimentaire également. Bon, ça, c'est un peu scientifique, mais c'est une étude. Il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques sur le sujet. Parce que les continents de plastique sont dans des endroits, n'appartiennent à aucun pays. Nous, on est responsable de 200 000 nautiques au large des côtes du Canada. En dehors de ça, ça ne nous appartient pas. Donc, quel pays va payer pour aller nettoyer les déchets des autres en plein milieu des océans? Donc ça, c'est un aspect qui est un peu complexe aussi. Donc, les scientifiques qui ont publié dans la revue Nature ont comptabilisé il y a combien de plastique qui est produit sur Terre dans une année. C'était l'année 2010, donc il y a autour de 270-275 millions de tonnes qui est produit par année. Et là, bon, avec le tri des déchets, ça, ils ont fait cette étude-là sur 192 pays qui bordent l'océan Atlantique, Pacifique, l'océan Indien, la mer Méditerranée. Et ils en sont arrivés à la conclusion qu'il y a 8 millions de tonnes qui se retrouvent à chaque année dans l'océan. Entre 8 et 12 millions de tonnes à chaque année. Donc, ça s'additionne à chaque année. Donc, on entend souvent ces chiffres-là, mais ça vient véritablement d'études scientifiques qui est à grande échelle. Les pays champions, là, toujours dans cette étude-là, qui déversent le plus de plastique en foncé, là, je sais pas si, oui, hop, on voit la Chine, et ensuite Indonésie, Philippines, Vietnam, la Malaisie. Ce sont les pays, en ce moment, là, qui déversent le plus de plastique dans les océans. Donc, ils recyclent le moins, pour l'instant. Il y a différents types de plastique, de 1 à 7, que vous connaissez sûrement, là, le petit logo qu'on voit sous les contenants, sur les bouteilles. Il y en a qui sont plus stables que d'autres qui contiennent du bisphénol A, des phtalates. Il y a différents types de résines. Les bouchons sont faits de mélanges de résines. Donc, quand on vient pour trier ou acheter ou pas acheter des types de plastique, de contenants, c'est bon, j'ai ici, si jamais ça vous intéresse, là, la liste des 7 types de plastique et les impacts, les propriétés, les applications, recyclables ou pas, et s'ils ont détecté des impacts sur la santé, comme par exemple les phtalates ou le bisphénol A, BPA, qui serait un perturbateur endocrinien. Donc, ils commencent à prouver ça, que surtout chez les garçons, ça pourrait perturber au niveau hormonal. Donc, les bouteilles d'eau, ils en consomment 1 milliard par année au Québec. Et il y a une fraction de ça qui est recyclée. Donc, il y a des centaines de milliers de bouteilles qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement. Ça, c'est juste au Québec. Nous, au Biodôme, on a banni les bouteilles d'eau. On a ajouté des fontaines d'eau. On encourage les visiteurs, même s'ils viennent... Quand on est en voyage, on n'a pas toujours notre gourde d'eau, mais en tout cas, on a banni les bouteilles d'eau. Au Jardin botanique, c'est la même chose. Donc, on peut faire ces efforts-là, ou au moins acheter une bouteille d'1 litre au lieu d'acheter 3 petites bouteilles. Si on est en vacances dans un pays où on a des doutes là, sur la qualité de l'eau, on ne veut pas être malade. Donc, les bouteilles de jus aussi. Et ce n'est pas encore consigné, ces bouteilles-là. Parce que la consigne, c'est un bon moyen aussi de retourner dans le cycle de vie là, des produits. La consigne, c'est un bon moyen. Mais celle-là, le gouvernement du Québec, en tout cas, à l'époque où c'était M. Hortel qui était à l'environnement, avait ce projet-là d'améliorer la consigne, mais on n'en est pas là encore. Bon, ça, il y a les 7 numéros les plus... numéro 1 et numéro 2, c'est les plus faciles à recycler dans le sens que c'est recyclé ici au Québec. Il y a un marché pour le numéro 1 et le numéro 2. Ceux qui allaient en Chine, là, c'est plutôt les numéros 4 et les numéros 5. C'est les sacs de pain et les sacs de carottes. C'est ça qu'ils mettaient dans des ballots et qui partaient sur des bateaux en Chine, aux États-Unis, ou en Corée, en Inde. Mais les numéros 1 et numéro 2, donc on a intérêt à les
tout mettre dans le bac de recyclage, numéro 1, numéro 2. Le numéro 3, c'est lui qui serait le plus dangereux, c'est-à-dire qui libère le plus de contaminants dans l'aliment ou dans l'objet qui le contient. Là. Numéro 3. Numéro 4, 5, c'est plus stable. 6, c'est pas recyclable. Ça, c'est le styromousse, le polystyrène. C'est sûr qu'on voit de moins en moins là, de verres de café en styromousse. Et les restaurations rapides, là, de moins en moins, ils utilisent les contenants de styromousse. Mais ce n'est absolument pas recyclable. Et surtout, si c'est de la nourriture chaude qui est là-dedans, bien là, le plastique là, migre avec la chaleur, migre dans les aliments. Donc, pour les enfants, là, c'est pas très bon non plus. Donc, la chaleur et la congélation, c'est des procédés qui feraient que les aliments, que les contaminants migrent dans les aliments du plastique. Parce qu'il n'y a pas de loi qui force les compagnies. On peut dire, disons, dans une bouteille de crème, le contenu, la crème ne contient pas de phthalates, de parabènes, de microbilles, mais le contenant, il n'y a rien qui force, pour l'instant, les commerçants, les producteurs à vérifier qu'il n'y a pas d'impact sur la santé. En ce moment, il n'y a rien, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement là-dessus. Donc, il y a beaucoup à faire encore, à connaître. Espérons qu'on n'apprendra pas dans 25 ans qu'on a tous un cancer à cause du plastique. Mais il paraît que 91% des Canadiens, je lisais là, dans Le Devoir, auraient du plastique dans le système. Mais on ne sait pas encore si on l'élimine ou pas. Est-ce qu'on le garde dans nos tissus? Est-ce que ça va dans le sang? Il y a beaucoup à apprendre. Donc, c'est ça, le polystyrène, le numéro 6, si on peut l'éviter le plus possible, il y a juste 15%, je pense, qui est recyclé au Québec, et c'est du côté industriel. Et il y a un endroit, c'est à Granby, ça s'appelle Polyforme, et là, les industries peuvent aller déposer ce polystyrène dont ils n'ont plus besoin. Nous, on peut y aller aussi, là. Mais comme c'est tellement léger, c'est fait de 90% d'air, ça coûte très cher à transporter dans des camions de recyclage pour aller spécifiquement là. Donc, c'est ça. Il y a une question de volume, de prix à la tonne et tout ça qui est en cours aussi. Les microbilles de plastique. Dans les années 90, il y a eu la mode des exfoliants. Peut-être là, les femmes c'est un abrasif pour la peau, supposément c'était très bon pour la peau. Mais l'abrasif, le produit dans ces produits-là, c'était des microbilles de plastique. Aujourd'hui, il y a des alternatives avec des noix de coco, des fragments de noix de coco, d'abricots séchés. Il y a toutes sortes de recettes de grand-mère maintenant. Mais ces microbilles-là sont dans l'environnement, ils sont là pour rester longtemps. Et ça, là, pour un poisson, ça ressemble à un œuf de poisson. Donc, pour un petit poisson, ça ressemble à quelque chose qui se mange facilement. Donc, c'est coloré, c'est sphérique, c'est à peu près 5 mm et au moins. Et c'est pas filtré par les usines de filtration des eaux. Donc ça, et ça souvent sur les produits, c'est fait de polyéthylène ou de polypropylène. Si on voit le mot microbeads ou microperles, souvent, c'est pas écrit plastique, mais ce sont des particules de plastique. Nos vêtements, malheureusement, les pantalons extensibles, c'est très, très confortable, très pratique. Tout le polyester, mais malheureusement, pendant la lessive, les fibres qui sont relâchées dans l'eau de la lessive sont faits de polyester et une forme de plastique qu'on retrouve dans les estomacs. On commence à en retrouver dans les estomacs de poissons. Et ça, c'est pas. Et surtout les manteaux en laine polaire qui étaient faits à partir de bouteilles de plastique recyclées. À l'époque, là, c'était intéressant, mais c'est ces produits-là qui relâchent le plus de fibres de plastique maintenant. Là, il y a des ingénieurs qui pensent à des systèmes, peut-être mettre un filtre à la sortie de l'eau de lessive, qui serait des mailles tellement fines que tu pourrais retirer ça. Ça pourrait être une solution parce qu'on ne va pas se départir. C'est sûr que d'avoir du lin, du coton, oui, mais c'est plus cher, c'est pas toujours pratique. Donc, on découvre de plus en plus là, des particules comme ça. Et malheureusement, le plastique, c'est comme une éponge pour des produits chimiques. Parce que c'est comme un corps gras, et les produits chimiques comme du DDT, du BPC, je ne sais pas s'il y a des chimistes dans la salle, mais le petit morceau de plastique agit comme un corps gras, et ces produits-là sont liposolubles, donc sont attirés par quelque chose qui est gras. Donc, ils ont détecté dans les petites particules de plastique des insecticides, du DDT, même si on n'en utilise plus,
ça reste dans l'environnement depuis longtemps, des solvants, des huiles à moteur, du bisphénol A, donc ils se collent au plastique. Donc si les petits fragments de plastique ont en plus des contaminants, se retrouvent dans le poisson, dans le plancton, dans les moules, dans les huîtres qu'on mange, dans le sushi qu'on mange. Donc c'est non seulement le plastique, mais les toxiques qui vont avec. Donc on commence à peine à connaître tout ça. Ça, c'est un peu cynique, mais espérons que dans quelques décennies, nos sushis ne ressembleront pas à ça, non? Parce que le thon, tu sais, qui est en haut de la chaîne alimentaire, lui, accumule tout ce que les autres maillons avant lui ont accumulé. Donc, c'est très bon, mais il faut en manger avec modération pour notre santé. Et les déchets de plastique se retrouvent partout, dans tous les océans, dans le fond des océans, la fosse de Marianne, qui est au Japon, qui est à 11 000 mètres de profond, ils ont trouvé du plastique, en Arctique et en Antarctique également. Donc, ils voyagent partout, mais ils vont surtout se retrouver dans ce qu'on appelle des gyres. Donc, il y a 5 dans les différents océans, des courants marins. Par exemple, disons, on voit le Québec qui est en haut à droite. Bon, ben, il y a le courant, le Gulf Stream, disons, au nord. Au sud, il y a les alizés. Mais ces courants-là, qui sont des grands courants circulaires, des grands vortex, un peu comme dans notre bain, mais au ralenti, c'est immense. Et bien, les déchets de plastique se retrouvent là, se concentrent là. Et là, nous, c'est là qu'on a navigué avec le Sedna entre le Québec et l'Europe. Est-ce que je sais pas, j'ai une photo plus loin. Et on parle beaucoup celui du Pacifique Nord et de l'Atlantique Nord, parce qu'ils sont plus étudiés. Les autres, on soupçonne qu'il y a la même chose, mais c'est moins étudié là, au large du Chili ou dans l'océan Indien. Mais probablement qu'on retrouve la même chose. Donc c'est ça coûte très très cher aller faire des études dans des régions assez parfois hostiles. Donc c'est ça, quand j'étais sur le Sedna, on était là sur le continent plastique. Donc on ne voyait rien, on n'était pas déçus, là, mais en rencontrant les experts, ils nous ont dit, si vous ne le voyez pas, c'est parce que c'est sous la surface. Il y a une soupe de plastique à quelques mètres sous la surface. Et eux, ce qu'ils étudient, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi, à chaque année, il y a de plus en plus de plastique qui rentre dans l'océan. Mais eux autres, ils calculent par kilomètre cube, il y a combien de morceaux de plastique et ça n'augmente pas tant que ça. Donc, soit qu'il y a un tapis de plastique au fond de l'océan, soit que c'est dans la chaîne alimentaire. Mais la quantité qui entre n'égale pas la quantité qu'ils retrouvent, eux, dans la colonne d'eau à chaque année. Donc, c'est ça, on connaît peu encore. Il y a beaucoup de recherches à faire. On en connaît peu sur l'impact, sur la fonte, sur nous. Mais il y a quand même des choses qu'on sait sur les plus gros animaux qui vivent dans la mer. Par exemple, les tortues marines. Il y a 7 espèces de tortues marines. Elles sont tous sur la liste des espèces menacées. On en a une qui vient jusque chez nous dans le golfe Saint-Laurent, la tortue de lutte. Et puis, mais ces grandes tortues-là se nourrissent de méduses. Ils peuvent manger jusqu'à 50 méduses par jour. Or, un sac plastique, ça ressemble à une méduse. Donc, combien de tortues mortes sur les plages on a trouvé avec des sacs de plastique dans l'estomac? C'est pas très rare. Donc, ça peut être confondant pour ces... Même nous, quand on est en plongée, on voit un sac plastique, des fois, on se pose la question, est-ce que c'est une méduse? Donc, comme les méduses sont en expansion avec le réchauffement de la planète, le réchauffement des océans, les méduses, c'est l'espèce qui va nous survivre, je pense. Elles aiment la hausse de température. Donc, les tortues est un prédateur important pour les méduses, pour équilibrer la quantité de méduses. Mais là, si les tortues meurent parce que à cause des sacs plastiques, on n'est pas dans la bonne direction. Il y a beaucoup de petits mammifères marins, des dauphins, des phoques, des otaries qui se prennent dans les filets de pêche. Donc, il y a beaucoup de filets fantômes. Ce sont des filets qui dérivent, qui partent à la dérive, qui se détachent, qui sont abandonnés. Il y en retrouve beaucoup dans les estomacs de baleines aussi. C'est fait de synthétique, de polyester. Et eux, ils vont se prendre là-dedans et là, vont se noyer. Les mammifères marins doivent respirer de l'air. Et moi, malheureusement, je l'ai vu une fois dans la région de la Gaspésie. Il y avait une baleine à bosse qui était bien vivante, bien connue. Et le lendemain, on l'a vu avec un gréement de pêche de crabe. Donc la cage à crabe est au fond, mais il y a un long fil. Et puis elle avait le fil d'un côté à l'autre de sa mâchoire. Et là, elle était prise là-dedans. On a essayé avec des bâtons, parce que là, il faut faire attention à nous aussi, de la déprendre. Ça n'a pas fonctionné. Là, la nuit tombait, on est rentré, le lendemain, on
On a alerté tout ce qu'on pouvait alerter, Parc Canada, Garde côtière, Pêche océan, mais la baleine n'a jamais été revue, elle est probablement morte. Donc ça arrive quand même assez souvent. Il ne faut pas faire ça n'importe comment non plus, là, mais donc l'impact sur les animaux marins est bel et bien là. Ça, c'est un cachalot qui a été trouvé mort à Taïwan avec 65 livres de plastique dans son estomac. Donc il est mort de ça. Il y en a un autre qui a été trouvé en Espagne il n'y a pas longtemps. Donc ils mangent des grosses proies, les cachalots, comme des calmars géants ou des gros poissons. Donc, puis ils vont très profond. Donc les morceaux de plastique ne font pas la distinction pour eux. Les oiseaux marins aussi vont nourrir, les oiseaux qui ont un long bec vont parfois prendre des différents objets colorés pour nourrir leurs petits. Il y a un film qui devrait sortir aujourd'hui, un documentaire qui s'appelle Albatros. C'est quelqu'un qui a ouvert des estomacs d'albatros sur des îles en plein milieu du Pacifique, là, près d'Hawaï, dans le continent plastique. Et tout ce qu'il a trouvé à l'intérieur des estomacs, c'est assez consternant. Aujourd'hui, et heureusement, c'est plus la recherche et l'éducation qui sont plus efficaces. Ça, c'est l'équipe qu'on a rencontrée avec le CEDNA. C'est un groupe de Boston, de l'Institut océanographique de Boston, qui font des études sur le continent plastique à l'aide d'un grand voilier qui est pratiquement pas motorisé. Là. Il fonctionne presque pas à moteur. Et à bord, ils ont des laboratoires, des microscopes, filets à plancton. C'est comme ça qu'ils récoltent le plastique. C'est comme ça qu'ils ont découvert aussi qu'il y avait 6 fois plus de plastique que de plancton dans les continents plastiques. Et là, ils regardent au microscope de quoi c'est fait, les bactéries qui les mangent, de où elles partent, d'où elles viennent, de quel pays. Donc, ça viendrait, 80% viendrait de la terre. Seulement 20% viendrait des bateaux. Parce qu'on peut penser que les cargos, les bateaux de croisière déversent leurs déchets dans la mer. C'est facile, personne ne voit. Mais 80% des plastiques viennent de la terre, viennent de nous. Donc, eux font des recherches. Plastic Pollution Coalition, c'est un regroupement de décideurs, acteurs, citoyens, décideurs. Donc, c'est un regroupement d'organismes qui font des actions, qui font de la communication plus sur ce qui se fait, sur ce qu'on devrait faire, sont actifs sur les médias sociaux. Donc, ils font la promotion de ce qui se fait. 5GIR aussi, c'est des organisations américaines. J'ai plus de difficultés à en trouver au Canada. Algalita, c'est celle de M. Charles Moore, le premier, qui a découvert le continent plastique. Pangea, eux autres sont basés en Floride, mais nous, on peut aller sur ce bateau-là. Si on paye, les citoyens sont invités à bord et ils sont venus dans le Saint-Laurent, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Donc, ils font de la sensibilisation. Mais on est invités aussi à y aller. Donc, c'est toujours le même principe, récolter le plastique, le trier, comprendre. Et ça va dans les banques de données, ça, aussi. Donc, c'est comme ça qu'on sait qu'il y a 5 milliards de particules de plastique dans les océans. Quand il arrive avec des chiffres, là, ça vient de ces banques de données-là. Plastiki, ça, c'est un projet un peu fou. C'est la famille Rothschild qui a construit un catamaran avec 12 500 bouteilles de plastique de 2 litres. Et ils sont partis de San Francisco à Sydney, en Australie. C'est un peu un coup d'éclat là, pour parler de la pollution par le plastique. Mais chacun le fait à sa façon, disons. Et il y a notre ami Boyan Slat qui, lui, veut changer le monde. Hein, il dit, si on peut pas... c'est difficile d'aller chercher le plastique. Bon, ben mettons-nous dans le courant et laissons le plastique venir à nous. C'était un peu son principe. Donc, ce qu'il veut faire, c'est, dans le Pacifique, mettre une barrière comme ça de 100 km, en forme de U, une barrière flottante, contre le courant. Et là, les plastiques, les gros morceaux de plastique, un peu comme dans un entonnoir, là, se retrouveraient au creux de cette barrière-là. Et il y a une tour vide de 60 mètres, et il y a un tapis roulant qui est activé par un panneau solaire au-dessus. Et donc, les gros morceaux de plastique montent le tapis roulant, tombent dans la tour, et à toutes les 6 semaines, un bateau vient vider la tour. C'est ça le projet pour l'instant. Et c'est ancré au fond parce qu'il y a 3000 mètres d'eau, de la même façon qu'une plateforme pétrolière. Et donc là, c'est supposé être à l'épreuve des intempéries, des tempêtes, quoique c'est pas un endroit où il y a beaucoup de tempêtes dans ce coin-là. Et donc, ça ne va pas empêcher les baleines, les poissons de passer, ça a juste quelques mètres
de profond. Donc, ça donnerait un peu ça vu de haut. Et il fait des tests dans les bassins avec les ingénieurs, fait des tests en haute mer dans différents pays pour finalement déployer ça en 2020. Ça, c'est une espèce de battu qu'ils ont fait. Il y avait 30 bateaux avec des dizaines de filets de toutes les tailles pour faire un peu un inventaire entre Hawaï et la Californie de ce qu'ils s'attendent à trouver. Donc, il appelait ça la Mega Expedition, qui a été faite il y a 2 ans. Donc, il trouve le financement pour faire tout ça aussi. Il s'est mérité un prix aux Nations Unies en environnement. Et il y a des gens qui ont été inspirés par lui, mais qui sont moins médiatisés. Lui a été très médiatisé. Ça, c'est dans le port. Là, je vous donne des exemples positifs pour se remonter le moral un peu. Et c'est un homme, des fois c'est juste une personne, et qui, dans le port de Baltimore, il y a un endroit un peu touristique, là, des restaurants, tout ça, il y a une rivière qui traverse l'endroit, mais qui était assez sale, assez polluée par le plastique. Et lui, il a créé une roue à aube, alimentée par un panneau solaire. Il y a un conteneur au bout, et donc il s'est placé en amont de cette zone plus touristique-là. Et là, avec le courant, des gros déchets de plastique montent son petit tapis roulant, tombent dans le conteneur, et il peut enlever 50 000 livres de plastique par jour. Dans la haute saison, où il y en a dans des bâches peut-être. Mais donc, lui, cet homme-là a été inspiré peut-être par Boyan Slat et l'a fait dans sa communauté, dans sa région, et ça a enlevé quand même beaucoup de plastique. En Taïwan, c'est un bâtiment qui héberge des plantes, un genre de jardin botanique intérieur. Il y avait un concours d'architecture et il y a des architectes de l'Université de Harvard qui ont fait un test. Ils ont beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de bouteilles d'eau de 2 litres. Ils boivent beaucoup de thé et c'est dans ces fameuses bouteilles-là. Donc là, avec quelques millions de bouteilles, ils ont construit l'arche, l'éco-arche, où maintenant qui héberge des floralies ou des plantes, mais c'est fait avec des millions de bouteilles de plastique et ça rencontre toutes les normes du bâtiment. Là. C'est à l'épreuve des typhons, des tremblements de terre, du feu. Donc c'est un projet un peu fou, exceptionnel, mais ça prouve que quand on peut avec l'imagination, et ces étudiants-là ont réalisé quelque chose d'inspirant comme ça. Il y a cet homme-là en Indonésie qui explique aux enfants que le plastique, c'est une ressource, c'est du pétrole. Donc, c'est une machine très simple qui prend du plastique qu'on a dans nos maisons, met ça dans une extrémité et avec des réactions chimiques. Au bout, il y a du carburant qui sort et il allume une flamme. C'est pas du carburant raffiné qu'on pourrait mettre dans nos voitures, mais c'est du carburant quand même. Donc, lui, il a décidé de faire ça dans les écoles et de montrer aux enfants que c'est une ressource. Une fois qu'elle est produite, là, autant en faire une ressource. Il y a une campagne qui s'appelle Beat the Microbead, qui est partie des Pays-Bas. Les Pays-Bas sont assez dynamiques, je crois, en matière d'environnement, et qui ont mis une étiquette sur les produits rouge, jaune, vert. Et là, avec cette application mobile-là, si tu achètes une crème, tu scannes un certain numéro, tu peux savoir s'il y a des microbilles ou pas, ou si la compagnie est en voie de les enlever. Donc, ça ne fonctionne pas partout sur tous les produits, mais c'est quand même un indice. Ça fonctionne bien là-bas, en tout cas. C'est une initiative qui peut forcer, mettre des pressions sur les compagnies, par exemple comme Unilever, Johnson & Johnson, Palmolive, qui ont, suite aux pressions, décidé de tenter d'enlever les microbilles dans leurs produits. Maintenant, c'est ça. Au Canada, il y a un logo, si vous voyez en haut à droite, en vert, qui est 0 billes de plastique, 0 microbilles. Et la compagnie à côté, Green Beaver, qui est localisée à Hawkesbury, en Ontario, est la première compagnie qui s'est méritée ce logo-là. Donc, j'ai reçu une caisse de ces produits-là qui sont certifiés sans microbilles. Donc, il y en a qui le sont, certainement, mais qui n'ont pas ce logo-là, mais ça existe, ce logo-là. Donc, si vous voyez ça, on peut avoir la certitude qu'il n'y a pas de microbilles. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ma nouvelle Bible, là, je vais vous montrer ça, c'est Life Without Plastic. C'est un couple de la région de l'Outaouais, un couple québécois, qui a parti ce mouvement-là parce qu'eux voulaient que dans leur maison, il y ait moins de plastique pour leurs enfants. En fait, ils voulaient avoir des biberons en verre. Ça, c'est autour de 2005.
Et ils ne trouvaient pas. Ils ont trouvé un endroit en Ohio où il restait des biberons en verre. Ils devaient en commander 1000. Ils ont commandé les 1000 et ils ont commencé à en vendre autour d'eux sur Internet. Et là, ils ont voulu vraiment offrir à leurs enfants un milieu qui était sécuritaire, sans plastique. Donc, ils sont partis à la recherche d'objets de tous les jours, beaucoup dans l'alimentaire ou la salle de bain, qui étaient sans plastique. Et c'est devenu un mode de vie, c'est devenu un mouvement. Là. Ils ont un entrepôt aux États-Unis, ils exportent en Inde, en Corée, à différents endroits. Et c'est plein de trucs pratico-pratiques là-dedans. Et nous, on a découvert ça à mon travail, là, avec mes collègues. Nos plats de lunch là, sont tous en verre pour le micro-ondes et aussi pour l'entreposage. Tu sais, au congélateur, là, il vaut mieux mettre du verre, donc la chaleur et la congélation. Et pour essayer d'avoir moins d'emballage, je suis allée à la poissonnerie et j'ai dit, est-ce que vous pouvez mettre les crevettes et le poisson là-dedans? Ils m'ont dit, pas de problème. Ils le pèsent, donc ça fait des emballages de moins. Ça, c'est au niveau alimentaire. Les petits sacs de légumes, là, pour mettre... Donc, j'ai découvert aussi l'espace organique à Longueuil. C'est chez eux on peut acheter plein de produits en vrac et des petits sacs, des filets comme ça pour mettre des poivrons ou des légumes. On voit au travers, pour les peser et c'est très léger. Je me suis convertie à une brosse à dents en bambou. Et c'est fait, il y en a 2 types. Elle est faite au Québec. C'est des jeunes qui ont parti ça. Ça s'appelle OLA, O-L-A. Et la boîte est totalement en carton aussi. Parce que l'autre compagnie avait un peu de plastique dans la boîte. Donc, ils en vendent même chez Costco de ça. Et c'est ça, quand on va dans des restaurants de sushi, on nous offre tout le temps des baguettes emballées. On peut dire non. Je pense qu'il faut vraiment... mon conjoint et moi, on est un peu fatigants, là, partout où on passe. On fait notre petit discours environnemental, puis dans nos vacances aussi. Et bon, on en a plein de baguettes chez nous, donc on peut dire non. On a de la sauce soya chez nous. Dire non, les pailles. Les pailles, il y a des villes sans paille, c'est pas recyclable les pailles. Vancouver, San Francisco sont affichés comme des villes sans paille. On en retrouve dans les narines, je m'excuse, mais les narines des tortues marines. Et je suis allée en vacances sur une île au Honduras cet hiver. Et j'étais étonnée. Et on est allé sur une autre plus petite île qui s'appelle Utila, et c'était une ville sans plastique. Une île sans plastique. C'est une île là, avec un petit voiture électrique de golf, là, on fait le tour en 1 heure. C'est trop petit, c'est très petit, mais tu arrives là, il y a 0 bouteille de plastique, et on dit que c'est des îles faites de corail. On dit, nous, on ne peut pas enterrer nos déchets. Et là, on ne va pas se retrouver avec des montagnes de bouteilles de plastique des touristes. Donc, tu peux, dans un restaurant, tu peux avoir un verre d'eau en verre, tu as droit à un verre d'eau gratuit. Mais il y avait des enfants là, il n'y a personne qui n'avait pas de bouteille de plastique, il y avait des smoothies dans les verres en verre, pas de paille. Sinon, tu dois acheter une paille qui est réutilisable. Donc, c'est une toute petite île de rien, mais eux autres, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas être submergés de plastique. Et il y avait aussi d'autres petits restaurants. Là, tu rentrais avec un logo Sin Payas, là, sans paille. Donc, il y a des mouvements qui commencent comme ça un petit peu partout. Quoi d'autre? Des cafetières expresso. Des cafetières avec des petites capsules, là. C'est ça. Des fois, ils nous font croire que c'est réutilisable. C'est sûr que c'est pratique. C'est très, très pratique dans tous les bureaux. Mais il y en a qui, disent que c'est à peu près réutilisable. Mais c'est un plastique qui est souvent amalgamé avec de l'aluminium. Et c'est très, très léger. Donc, ça prend du volume, ça prend du poids pour être rentable. Donc, je pense que c'est pas du tout recyclable. Là. À moins je les connais pas beaucoup, mais j'en ai jamais utilisé. Mais je pense que des fois, on se donne bonne conscience en les mettant dans le bac, mais ce qui est vraiment recyclé, là, je pense que c'est un fléau, ça, ces cafetières-là, parce que 18% seulement du plastique qui est acheté qui va dans le bac de recyclage au Québec. Et de ce 18%-là, qu'est-ce qui est vraiment recyclé? Ça, le Recycle Québec n'a pas de traçabilité de ça. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais la solution, c'est vraiment à la source de ne pas en consommer le moins possible. J'ai trouvé un petit pot chez Espace Organique de crème dans un contenant en verre. Donc, j'étais bien contente. Et on peut le re-remplir après, je crois. Donc, c'est ça, on peut plus ou moins, mais pour certains produits, oui. OK, et je voulais vous montrer, ça, c'est le sac que M. Lemire m'a donné, le sac de débris de déchets qu'on voyait, là, qu'il ramassait. Il
si jamais vous voulez voir quelque chose d'authentique, là, qui a peut-être eu un passage dans un estomac d'oiseau. Donc, ça vient directement de Midway. Et bon, les sacs, là, on va parler des sacs sûrement un petit peu plus tard. Moi, j'ai toujours ça dans mon sac à main, là. Ça fait 2 millions de fois que je le lave, que je l'utilise, et c'est très compact, là, c'est pas compliqué. Il y a aussi des bioplastiques, c'est des ustensiles faits de compost, d'amidon, des bioplastiques. Ça, c'est pas parce que c'est fait de matière recyclée que c'est recyclable. Il faut vérifier. Si c'est compostable dans des composts industriels, pas dans notre compost de maison. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Les sacs, j'en parlerai pas tout de suite. OK, juste pour conclure, il faut trier le plus possible, le mieux possible. Il y a un documentaire sur le recyclage qui avait été fait, qui s'appelait La Grande Désillusion. Un autre truc déprimant, là, qui nous montre que ça ne va pas juste en Chine, ça va aux États-Unis, et il y a une grande partie qui n'est pas toujours recyclée. Et il paraît que 30% des Québécois n'ont jamais jeté un objet au recyclage. C'est surprenant, mais ça existe, c'est encore... et ça doit bien connaître ce qu'on peut recycler, pas recycler. La consigne, c'est quelque chose qui est très bien aussi, les bouteilles de plastique. Le gouvernement du Québec envisage de consigner les bouteilles d'eau, utiliser des produits sans plastique le plus possible, apporter notre sac réutilisable, notre tasse à café, notre bouteille d'eau, des lunchs zéro plastique, zéro déchet. Ensuite, il y a des villes qui ont banni les sacs de plastique, là, en Californie, San Francisco, Los Angeles, Long Beach, Portland en Oregon, Brookline en Massachusetts, près de Boston. Au Québec, les petites villes comme Huntington et Sainte-Martine, Brossard, ça fait 1 an ou 2. Et Saint-Lambert aujourd'hui. Voilà, la grande région de Montréal. Ça, je vous remercie beaucoup de votre attention. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, ou bien si Claire, après, on peut passer à d'autres.